Je vous refais une intro bien propre et tout, ça y est, j'ai mon eau, let's go. Je prends un coup d'eau, et là, ça va être le début du stream. Là. Pour les gens qui seront là en comment t'appelles ça, en replay, c'est là que ça va commencer. Si je m'étouffe pas. Bien le bonsoir, bienvenue sur ce stream. J'avais dit au chat qu'il fallait pas que je m'étouffe. Bienvenue sur ce stream où on va regarder une interview de Frank Godicho sur le Venezuela pour nous expliquer un peu, voilà, voilà, on aurait voulu commencer ce stream sans s'étouffer et en souhaitant juste la bonne année, etc. Mais l'année commence par le déploiement de l'impérialisme américain au Venezuela. Et on va voir un peu avec Frank Godicho qu'on a déjà entendu dans une intervention sur le Chili, sur le coup d'État au Chili le 16, je suis du père, le 11 septembre 71. Non, c'est pas 71. 74. 11 septembre 73, voilà, pardon. 11 septembre 73. Donc on va le réentendre là à nouveau sur un cas d'Amérique latine, mais pas un cas historique. Et ensuite, on regardera l'audition de Vincent Tiberi, qui est sorti déjà il y a quelques semaines, il y a genre un mois. Voilà, c'est sorti il y a un mois. Il a été auditionné, vous savez, à cette commission d'enquête parlementaire sur est-ce que la FI a des liens avec les islamistes. Non, un peu quand même, non. Voilà, bon, c'est pas le titre officiel, mais c'est le titre réel de cette commission d'enquête. Donc ça, on regardera ensuite. Donc, je vous propose, vous savez quoi, on va pas perdre de temps, on va tout de suite partir dessus. Faut être un cinéaste, ma gueule, pour kiffer cette merde. Quand je vous disais partir dessus, alors attendez, mon micro est un peu fort quand même. Il est un peu fort, forte. Je vais le baisser un petit peu quand même. Voilà, comme je disais, quand je vous disais partir dessus, je parlais toujours de la vidéo sur le Venezuela, hein, mais voilà, on commence tout de suite. Vas-y, hein, interview sur Blast. C'est sorti de là, il y a 3 heures. Voilà. C'est du jamais vu depuis la Deuxième Guerre mondiale, se vante ce soir. Les États-Unis ont lancé une attaque contre le Venezuela le 3 janvier et ont enlevé le président Nicolas Maduro. On peut se demander jusqu'à quel point il y a une négociation en amont, de quelle manière un secteur du madurisme en fait. Donc vous connaissez la formule, hein, maintenant on vous tease un peu au début pour vous dire si regardez, il va se passer ça dans la vidéo. Donc là voilà, c'est ça qu'on voit. Préparer cette nouvelle étape dans ce qui s'annonce comme un saccage colonial du Venezuela. Le continent américain est donc redevenu le précaré favori des USA. La version Trump de la doctrine Monroe a même été renommée par le New York Post la doctrine Donroe. Il y a une tradition de contrôle et d'interventionnisme au Venezuela très forte. We're going to take back the oil. That a lot of money is coming out of the ground. We're going to get reimbursed for all of that. C'est un empire qui peut être en crise, mais justement, il est d'autant plus dangereux qu'il va chercher à tout prix à reconstituer les chaînes de valeur, l'accumulation par dépossession. Je suis Frank Godicho, enseignant-chercheur à Toulouse et professeur en études d'histoire de l'Amérique latine contemporaine. Il y a toujours une phase de surprise et de sidération, ça, sans aucun doute, surtout du fait du déroulement de l'opération. Et en même temps, voilà, depuis des mois, les menaces directes sont là. Et depuis des semaines, on avait un porte-avions, 15 000 marines et soldats déployés dans la Caraïbe, Puerto Rico militarisé, des sous-marins nucléaires, toute une armada. Ouais, vous voyez le travail qui est fait petit à petit, d'abord les mots, d'abord les menaces, machin, puis et avec tout un discours, un travail idéologique pour nous faire consentir à ce qu'il y ait quelque chose qui s'y passe, quoi, à ce qu'ils y fassent quelque chose en disant ah mais vraiment il y a des trafiquants, oui, on va attaquer les bateaux au Venezuela, etc. Et tout le monde savait qu'il s'agissait de tout à fait autre chose, hein, qu'il s'agissait de prendre la main, d'avoir la main sur les ressources.
Et là, ça a été voilà, attaque, missiles, hélicoptères qui volent tranquillement au-dessus de Caracas, hélicoptères militaires tranquillement au-dessus de Caracas, kidnapping du président et de sa compagne, voilà, président du Venezuela. Comme ça, voilà, parce que c'est décidé, on le met dans une prison, voilà, allez, prisonnier politique, ça part. Voilà, et quand même, et la France, il dit ouais, c'est vrai qu'il était pas cool, Maduro. Hein. On nous fait vraiment, on nous refait le truc à la Saddam Hussein, quoi. Tranquillement, on dit, voilà. Ah, mais quand même, c'est vrai qu'il était pas ouf, hein. On l'aimait pas trop, nous, donc ça nous va. C'est ok. Qui avait pour prétexte la lutte contre le narcotrafic, mais avec évidemment en toile de fond l'idée de changer le régime. Pardon, j'ai pré-shot tout ce qu'il disait, parce qu'effectivement, derrière, en fait, le problème, c'est que ce soit une ligne qui se veuille de gauche, voilà, qui se veuille anti-impérialiste, la ligne au Venezuela, même si les critiques vis-à-vis de la politique de Maduro sont nombreuses, sont légion. En tout cas, c'était pas un alignement sur les intérêts américains, comme c'est le cas en Argentine ou ailleurs. Il me semble que c'est le cas en Colombie, mais je vais pas dire n'importe quoi. Mais voilà, on retrouve comme ça un schéma, mais qui est littéralement le schéma qu'on a étudié là dans ce cycle sur le Chili. Et c'est exactement ça qui se déroule, c'est-à-dire que t'as une présidence et en fait si ça ne convient pas aux États-Unis, ils vont aider ou alors intervenir eux-mêmes. Voilà, c'était plutôt aider sur le Chili, mais là c'est une intervention directe à mettre en place un autre régime qui soit plus favorable, quitte à ce que ce soit un régime qui en fait est largement défavorable à la population, mais en fait il est favorable aux États-Unis, donc ça va. Régime vénézuélien, et donc là, bon, c'est chronique d'un coup d'État finalement, ou d'une intervention militaire annoncée, mais il y a toujours une part, oui, de surprise. Et d'ailleurs, évidemment, cette part de surprise fait partie de la pression maximale. Tout comme, si vous vous souvenez, le truc de la Russie en Ukraine, il y avait beaucoup de menaces. Comment il s'appelle le président ukrainien, son nom m'échappe. Zelensky disait, non mais je ne crois pas que la Russie nous attaquera, vraiment, je pense pas qu'on en arrive là, etc. Et en fait c'est arrivé, ça a pris un peu tout le monde de court en mode ok, oh putain ils l'ont fait. C'est un peu dans ça qu'on se retrouve avec tout simplement le déploiement de puissance impériale, parce qu'il y a des rivalités inter-impérialistes, quoi. En fait, si les États-Unis veulent concurrencer la Chine qui est en train de prendre le pas là sur le pas là économiquement, et ben en fait ils doivent sortir leur vrai visage, c'est-à-dire non mais si on décide que c'est à nous en fait. Qui a été mené contre le Venezuela. C'est précis. Et ouais, je me disais là sur le chemin en rentrant chez moi, je me disais mais en fait c'est précisément ça c'est précisément ça la promesse de Trump dans le Make America Great Again. C'est vraiment ça. C'est vraiment cette fierté, parce que t'en as qui sont là-dedans, t'en as qui sont dans une fierté de se dire ah ça fait plaisir là, le côté gendarme du monde, on arrive, on intervient n'importe où dans le monde et tu vas rien faire. Et tu vas rien faire, voilà, ce truc d'écraser l'autre. Il y a vraiment toute une partie de la population, la base électorale de Trump, c'est quelque chose qui va beaucoup la marquer, quoi, et qui va permettre sans doute de masquer, parce que là il y a une vraie comment dire, une vraie fracture au sein de la base électorale de Trump, et c'est quelque chose qui arrive quand même après avoir lâché les fichiers Epstein. On parle plus d'Epstein, on parle plus de toute cette question-là, et en train de passer à l'as de quelle est la place de ce président dans cette polémique-là, qui est le truc, non pas qui a forgé sa base électorale, mais qui l'a en tout cas, c'est un vrai catalyseur, c'est un vrai carburant pour cette base électorale-là, qui était en train de se fracturer, qui était en train, plutôt que se fracturer, elle était plutôt en train de prendre énormément de distance avec Donald Trump.
énormément de distance, avec une attention qui se reportait plutôt vers Steve Bannon, etc. Attendez, Steve Bannon, est-ce que je suis en train de confondre là? Non, attendez, peut-être je le confonds. Peut-être c'est pas Steve. C'est quoi le nom de son vice-président là? Les noms m'échappent ce soir. J.D. Vance, pardon. Pardon, je les confonds. J.D. Vance. Donc c'était en train de se reporter vers un J.D. Vance. Voilà, du coup ça m'a perdu. Mais voilà, tout ça pour dire que en gros, l'histoire Epstein, elle est passée à l'as. Et donc ça a aussi cet intérêt-là. Donc c'est la mainmise sur des ressources, sur des ressources notamment pétrolières. Et c'est souvent à ça que ça sert la politique extérieure. C'est aussi pour un peu calmer les dynamiques internes. Voilà, on ne sait pas à quel point ça va les calmer ou non. On verra quel impact ça va avoir sur place. On verra quel impact ça va avoir sur la solidarité internationale, notamment à l'égard du Venezuela. Mais on voit que la France s'en tamponne, mais tellement. C'est une dinguerie, les déclarations de Macron et de insérer nom du ministre de l'Intérieur actuel. Beaucoup d'incertitudes, de craintes. Ministre des Affaires étrangères, pardon. Dans la population vénézuélienne. J'étais encore hier soir tard avec des collègues et des amis qui sont à Caracas. Donc on n'a pas assisté à ce que espérait l'opposition conservatrice, notamment Maria Corina Machado, la prix Nobel de la paix, principale opposante, c'est-à-dire des grandes manifestations de joie dans les rues de Caracas. C'est plutôt chez les Vénézuéliennes de l'exil qu'on a vu ce type de manifestation. Il y a eu quelques marques. Y compris en France, hein, ils étaient peut-être une vingtaine à Paris là, mais oui, il y a quelques-uns, mais qui jurent complètement avec le soutien, voilà, globalement dans la population. Là, je pense plus à ce qui se passe ici en France, donc plutôt dans le mouvement de solidarité vis-à-vis du Venezuela plutôt que le peuple vénézuélien en lui-même. Mais voilà, ce qui se passe, c'est beaucoup plus en fait la prise de conscience de la dinguerie que c'est de kidnapper un président, quoi. En sachant que c'est pas la première fois qu'on voit les États-Unis faire ça. Bref, et j'étais en train de me dire, putain, c'est relou. Maintenant, il va falloir acheter des drapeaux vénézuéliens. En fait, à cause des conneries des impérialistes, on va devoir acheter des drapeaux du monde entier. Putain. D'une certaine joie dans certains secteurs, mais très très limitée en fait. Et d'autre part, du côté du chavisme, des bases populaires chavistes, qui sont extrêmement réduites aujourd'hui, mais qui sont toujours là, autour de 20% peut-être de la population. Là aussi, ça a été assez limité. Il y a eu des mobilisations dimanche, avec plusieurs milliers de personnes, mais voilà, pas quelque chose d'immense non plus. Mais l'ambassade des États-Unis au Venezuela, elle est dans quel état? L'ambassadeur, il est... Voilà. C'est une bonne situation, ambassadeur des États-Unis en ce moment? Du tout dans ce qui a pu se passer, par exemple, en 2002, au moment du coup d'État contre Hugo Chavez, où on a eu vraiment les quartiers populaires déferler dans le centre, réclamer le retour d'Hugo Chavez, l'armée qui s'est mobilisée immédiatement. Là, on voit qu'on est dans une toute autre conjoncture, du fait de l'intervention états-unienne directe, mais aussi du fait de la crise du régime Ça doit une crise Maduro, profonde, ouais. de sa crise de légitimité, mais malgré son autoritarisme, il faut bien le dire, qui a miné complètement le processus bolivarien depuis de nombreuses années. On est largement en dehors des clous de la Constitution et de tout régime démocratique. Et c'est en partie la surprise, mais finalement non. Cette continuité de l'État et continuité y compris du gouvernement. La question dans le jour d'après qui est posée, c'est à quel point des secteurs du madourisme ont participé finalement à ce changement de régime en cours, puisqu'en fait, la grande surprise, c'est qu'il n'y a eu aucune résistance de la part des forces armées bolivariennes. On a vu le survol des hélicoptères. C'est impressionnant, c'est des terrains conquis, quoi. Genre, t'es là, mais vous possédez des défenses,
De quoi s'agit-il? Sur Caracas, où ils se sont vraiment baladés, alors qu'il y a une défense antiaérienne normalement de pointe fournie par la Russie depuis plusieurs années. Donc là, évidemment, c'est pas qu'il y a eu une erreur tactique de l'armée, il y a eu une défection, sûrement au sein du haut commandement de l'armée, et une trahison ou des collaborations. On n'a pas de détails, mais c'est évidemment impossible que l'opération se soit menée de cette manière sans qu'il y ait eu ce type de défection. Et c'est en train d'être confirmé aujourd'hui, ce matin même, en fait. Delcy Rodriguez, la vice-présidente, donc qui va être désormais assumée comme présidente par intérim, en l'absence de Maduro, vient d'annoncer, avec un discours presque à contre-pied de ce qu'elle avait dit le jour de l'intervention, elle a annoncé une collaboration compréhensive avec Trump et les États-Unis. On peut se demander jusqu'à quel point il y a eu une négociation en amont, de quelle manière un secteur du madurisme en fait préparait cette nouvelle étape dans ce qui s'annonce comme un saccage colonial du Venezuela. Alors qu'est-ce qui peut expliquer ça? Là aussi, on peut émettre quelques pistes. Depuis plusieurs années, les forces armées et une partie de ce qu'on va appeler la caste bolivarienne, on parle de boli-bourgeoisie parfois dans ce qui s'est installé au pouvoir depuis plusieurs années, a des intérêts économiques considérables. On sait que Maduro a réussi à maintenir aussi son hégémonie en associant très fortement au pouvoir, mais aussi à l'extraction minière dans l'arc minier de l'Orénoque, aux devises pétrolières, toute une partie des généraux et, disons, du haut commandement militaire. Et donc, les militaires ont vraiment des intérêts économiques, mais aussi politiques, à ce qui est une transition négociée avec les États-Unis, pour pas eux-mêmes se retrouver dans la situation de Nicolas Maduro, extradés, ou de perdre tous leurs intérêts en termes d'accumulation du capital, tout simplement. C'est une hypothèse, mais peut-être que va se mettre en place de manière transitoire un régime maduriste autoritaire, allié cette fois-ci non plus de la Chine, mais de Trump, sous pression maximale de l'impérialisme. Et donc, c'est une défaite, évidemment, pour le chavisme populaire, pour ceux qui espéraient une démocratisation possible du Venezuela, mais par la gauche. Et on le voit bien que c'est aussi une défaite de l'opposition conservatrice. Ce qu'a dit Trump en conférence de presse, c'est qu'il a écarté d'un revers de la main celle qui pensait qu'elle allait revenir au Venezuela vraiment célébrée comme la nouvelle force politique, c'est-à-dire María Corina Machado et Edmundo González, qui était le candidat des élections présidentielles de 2024. Donc là, il y a une sorte de transition hybride qui semble se mettre en place. Je reste prudent parce qu'on est dans les premiers jours. On sait jamais. Mais en tout cas, il faut émettre des hypothèses et je pense c'est indispensable de poser cette question-là. Est-ce qu'on n'a pas la mise en place d'une collaboration hybride entre des secteurs du madurisme et l'impérialisme états-unien? Évidemment, la question du pétrole. En tout cas, oui, l'histoire vénézuélienne depuis les années, le début du XXe siècle en fait, elle est liée à la fois à l'extraction pétrolière, la première réserve au monde, on répète assez. Les évaluations aujourd'hui, c'est peut-être 300 milliards de barils qui restent à exploiter, en sachant qu'aujourd'hui, l'extraction, elle est à moins d'1 million de barils par jour. Et donc, cette manne pétrolière qui découvre... Le graphique, c'est vraiment l'inverse sur les États-Unis. C'est combien de réserves, combien t'as de réserves, à quel point tu produis. C'est vraiment c'est vraiment inversé entre États-Unis et Venezuela. L'extraction, elle est à moins d'1 million de barils par jour. Et donc, cette manne pétrolière qui est découverte dans les années 10 du XXe siècle, elle va immédiatement signifier la mainmise des capitaux états-uniens, des multinationales états-uniennes sur le Venezuela. Le Venezuela qui était au cœur du déploiement de la doctrine Monroe, de l'interventionnisme états-unien dès les années 1902-3, quand il y avait eu des Européens qui ont essayé de faire pression sur le Venezuela pour faire payer la dette. Et dès ce moment-là, les États-Unis disent « stop, on est dans notre zone hémisphérique ». Il y a une tradition de contrôle et d'interventionnisme au Venezuela. C'est chez nous ici. Qui a fait que les États-Unis ont soutenu même des dictatures féroces. On peut penser à Vicente Gómez au début du siècle, Pérez Jiménez dans les années 40-50, un répresseur, un massacreur qui lutte contre le Parti communiste notamment, au nom du maintien du contrôle de la manne pétrolière. Exxon, Shell, Chevron étaient aux manettes.
Il y a récemment des chiffres qui ont été ressortis, notamment par Gabriel Zuckman, qui reprend les bénéfices mais colossaux qui sont opérés à l'époque jusqu'en Ah oui, 1957. il est sorti récemment, c'est sorti hier. Attendez, combien là? On dit ça que c'est sorti hier, wesh. Les bénéfices mais colossaux qui sont opérés à l'époque jusqu'en 1957, qui est le pic de ces bénéfices, où en fait le Venezuela est la place forte pour les actionnaires, pour le capitalisme pétrolier états-unien, bien plus que les pays du Golfe ou le Moyen-Orient. C'est vraiment considérable, c'est presque 12% de la richesse nationale qui part directement vénézuélienne, qui part directement aux actionnaires des grandes multinationales états-uniennes. Et donc il y a eu cette mainmise, cet armement, ce soutien même au régime autoritaire. Et en 1976, on a quand même une société vénézuélienne qui est là, qui résiste, qui s'organise avec des grands syndicats, une social-démocratie active. 1976, c'est la nationalisation du pétrole. Et c'est aussi une expropriation en partie, en tout cas une nationalisation négociée, des grandes multinationales états-uniennes. Et Trump, dans sa conférence de presse, avec sa manière de parler direct, il a dit l'argent sort du sol vénézuélien, on a perdu en partie cette richesse, il faut la reconquérir. President Trump is deadly serious about getting back the oil that was stolen from us. We're going to take back the oil that, frankly, we should have taken back a long time ago. A lot of money is coming out of the ground. We're going to get reimbursed for all of that. We're going to get reimbursed for everything that we spend. Mais dans l'imaginaire de l'oligarchie états-unienne, c'est ces années-là qui sont en tête. C'est les années 50-60 où des milliers d'États-Uniens vivent au Venezuela et les multinationales s'engraissent. Donc là, il s'agit de reprendre le contrôle de cette manne. On parle peut-être de 150 milliards de dollars qui sont potentiellement exploitables en termes de bénéfices pour les multinationales états-uniennes. Et l'autre aspect qui est fondamental, évidemment, et c'est ce qui a été dit noir sur blanc dans les documents stratégiques de sécurité nationale qui ont été publiés en décembre dernier, c'est Trump a pour objectif de reprendre le contrôle de son hémisphère, de l'arrière-cour finalement, avec le combat contre la Chine. Et c'est impensable que la Chine ait autant avancé dans les dernières années, depuis les années 2000, en Amérique latine, qu'elle soit le premier partenaire commercial de toute l'Amérique du Sud, du Brésil, du Chili, du Pérou, le deuxième partenaire commercial même du Mexique. Le Mexique qui pourtant est très proche des États-Unis. Donc là, il faut reprendre pied. Contrôler le Venezuela, c'est en même temps menacer toute la région. C'est mettre au pas, en fait, les gouvernements qui voudraient résister, notamment la Colombie de Petro, évidemment Cuba, mais aussi... Laisse-moi te dire que quand tu vois ce à quoi jusqu'où ils sont prêts à aller et comment personne va rien faire, ouais, tu réfléchis à deux fois. Le Mexique de Claudia Sheinbaum, c'est dire, voilà de quoi on est capable, remise au pas des gouvernements qui sembleraient vouloir affirmer leur indépendance nationale et renforcer l'axe droite-extrême droite qui existe déjà avec Milei en Argentine, désormais Cast au Chili, Noboa en Équateur qui a fêté l'intervention militaire et la capture de Nicolás Maduro. Donc c'est vraiment un niveau de soumission complète aux États-Unis. C'est ça que cherche Trump pour pouvoir rebasculer ensuite du côté de l'axe Asie-Pacifique qui est l'enjeu principal, c'est-à-dire j'ai des petites lunettes de monteur. Soumission, la capture de Nicolás Maduro, donc c'est vraiment un niveau de... Et il y a deux fois deux niveau de soumission. En fait, si je l'avais monté, à voir si ça passe, mais j'aurais coupé le premier 2 sur le deuxième, quoi. J'aurais coupé le premier 2 et j'aurais mis là ce qu'on voit là. Bref. Réflexion de monteur. Et la capture de Nicolás Maduro, donc c'est vraiment un niveau de soumission complète aux États-Unis. C'est ça que cherche Trump. Parce que là, c'est bizarre. C'est à la fois il fait un 2 avec une respiration et ensuite un 2 avec soumission qui met du temps à arriver, quoi. Bon, bref. Pour pouvoir rebasculer ensuite du côté de l'axe Asie-Pacifique, qui est l'enjeu principal, c'est-à-dire limiter, contenir le déploiement de la Chine au niveau géopolitique mondial. Au-delà de ce qui se passe dans les hautes sphères du madourisme et disons du gouvernement actuel,
Dans certains secteurs de la population vénézuélienne, il y a un sentiment d'humiliation et en même temps une volonté de résister. L'idée bolivarienne de la résistance nationale populaire est ancrée très largement dans les secteurs populaires, une partie des mouvements sociaux vénézuéliens, mais en fait de toute la région. L'idée qu'il faut défendre à la fois le pays face Bien le bonsoir, qui est frais, à ça va ou quoi? l'interventionnisme états-unien, mais aussi l'idée de plus latino-américaine face à l'impérialisme qui s'inscrit vraiment dans la tradition politique d'une partie de l'Amérique latine et des mouvements populaires. Attends, qu'est-ce que c'est que série de visionnage là? J'ai jamais fait de truc comme ça. C'est quoi série de visionnage? Comment ça se fait qu'il te. Cette récompense? Enfin bref. Pourquoi pas, hein, mais je veux dire. Ouais, le monde c'est un peu inquiétant. Hein. C'est ce qu'on voit là. Le Venezuela, c'est chaud. Latino-américain, on a même vu que les zapatistes ont fait des déclarations en disant qu'il fallait résister, qu'ils seraient prêts à résister. Effectivement, on a vu en Colombie. Et au niveau des gouvernements, il y a certains gouvernements qui affirment haut et fort leur rejet de ces pratiques-là. À rebours parce que t'es foutu en fait. Si tu laisses passer ça, en fait, ils se servent où ils veulent. À mon avis, absolument honteuse du gouvernement français et d'Emmanuel Macron, qui ne respecte même pas, ne se base même pas sur le droit international, c'est-à-dire le respect de la souveraineté des États et l'impossibilité d'intervenir militairement dans un pays. Non, mais Maduro, c'était un méchant, je veux dire, voilà, c'est tout. Le problème aujourd'hui, c'est qu'on a une Amérique latine extrêmement fragmentée, extrêmement divisée. Ouais. On n'est plus dans les années 2000 où il y avait un mouvement plus d'intégration régionale. Ouais, c'est compliqué d'avoir un mouvement qui puisse... ça va être compliqué le rapport de force. Le rapport de force va être compliqué là. Franchement, c'est ça qui est chiant, c'est que... En fait, dans une Europe qui est clairement lâchée par les États-Unis, il a vraiment une position de chien. Voilà, chien de l'impérialisme américain. Macron a dire oui, c'est très bien ce qu'ils ont fait. Ouais. Alors c'est logique qu'il soit pas pro Maduro, c'est logique. Mais on voit à quel point, y compris en Europe, en tout cas c'est le cas de la France, j'ai pas vu d'autres déclarations de pays européens, mais au moins c'est le cas de la France. Il y a une fuite en avant réactionnaire qui fait qu'on s'en fout de la question libérale. La question du droit, le droit international, le fait que tu kidnappes pas des présidents, quoi, tu vois. Ça, on s'en cache même plus. Le fait que les États-Unis s'en cachent plus, ils sont allés tout chousse dans le fascisme, donc ça, c'est attendu. Le fait que tout de suite, le gouvernement français déclare sa solidarité avec les États-Unis sur cette question-là, c'est quand même c'est chaud, quoi. Les États-Unis ne lâchent pas l'Europe, pour preuve les nombreuses menaces dont la France est victime de la part de l'autre taré. Non, mais lâcher en termes de... Il n'y a pas de solidarité, en fait. C'est-à-dire que c'est censé être un allié, les États-Unis. Aujourd'hui, c'est pas un ennemi, mais le niveau d'alliance, il est quand même très, très mesuré, quoi. On est en train de créer l'Union des Nations des Suds américaine, l'UNASUR, on crée la CELAC, etc. Là, il y a une fragmentation très forte, donc une moindre possibilité pour l'Amérique latine d'avoir une voix commune, et au contraire, des extrêmes droites qui progressent, qui affirment leur alignement sur les États-Unis, et évidemment, à commencer par l'Argentine, le Chili, l'Équateur, mais désormais aussi le Honduras. Il y a un certain isolement, même la position de Lula au Brésil, la position brésilienne en termes diplomatiques, géopolitiques, est toujours clé pour l'Amérique latine. On voit à quel point Lula a une position diplomatique assez modérée dans ce contexte. Il a rejeté, il appelle au droit international, il appelle à l'ONU, il appelle à la négociation, à une transition pacifique, mais on sent aussi... une faible capacité à intervenir, à résister. Et on pourrait d'ailleurs souligner que les réactions russes et chinoises, elles aussi, sont pour l'instant évidemment d'opposition, mais elles aussi assez modérées face au banditisme impérialiste, au gangstérisme qu'incarne aujourd'hui dans le jeu international Donald Trump. C'est un empire qui est peut-être en crise, mais justement, il est d'autant plus dangereux qu'il va chercher à tout prix
à reconstituer les chaînes de valeur, l'accumulation par dépossession, le contrôle énergétique du Sud et notamment de son arrière-cour à l'Amérique latine. Donc c'est absolument, on en rentre dans un moment très dangereux d'état prédateur, comme on le voit aussi en Europe avec Poutine. Mais pour l'Amérique latine, on est vraiment dans une phase absolument dangereuse et il y a besoin de solidarité internationale pour rejeter vraiment ce qui se passe au Venezuela. Quoi qu'on pense, quel que soit notre avis sur Nicolás Maduro et son gouvernement, il faut absolument qu'il y ait une solidarité internationale pour rejeter ces pratiques. Ok. On va voir ce qui va se passer à l'international, hein, mais c'est quand même mal barré, quoi. Ce qui est une possibilité, c'est qu'il y a une dynamique depuis les Cides qui se renforce, une dynamique voilà, anticoloniale, quoi. Mais bon, je vous avoue que la position de la France, là, est vraiment désastreuse là-dessus. Elle n'est pas étonnante, mais elle est... on fait même plus semblant, quoi. Il n'y a même pas un petit truc de... Quand même, c'est important le droit international, quoi. On se pose pas la question. Voilà, encore une fois, c'est logique, puisque de toute façon, le droit international, voilà, ça existe que pour les gens qui y croient, quoi. Mais... Enfin bon. C'est la France à féliciter cet acte. Bah, j'ai pas vu d'autres déclarations de déclarations d'autres pays, donc à voir les pays que j'ai vus qui n'étaient pas des pays européens, effectivement, condamnent, mais enfin les pays que j'ai vus, je pense à qui, je sais même pas. Je sais même pas. Mais ouais. Ouais, puis rapide en plus, hein. Vraiment, c'est cette même France qui est silencieuse sur plein de trucs que fait Israël, etc. Ouais, j'ai compris que tu parlais en Europe, hein. Sur plein de trucs que fait Israël, on n'entend pas, à part juste... la France est très inquiète de... Voilà, à part ça, voilà, on n'entend pas grand-chose. Et là, tout de suite, pour dire... on valide ce que viennent de faire les États-Unis. C'est malsain, hein, sur qu'est-ce qui est en train de se préparer en France. Ça laisse pantois.